Il y a des enfants qui naissent dans le bruit des reproches. Pas de berceuse, pas de regard émerveillé, seulement des mots qui piquent, des soupirs qui pèsent, des gestes trop durs pour leur taille. Ils ne savent pas encore parler, mais déjà, ils comprennent la langue la plus ancienne du monde. La honte, ce n'est pas une émotion qu'ils ressentent, c'est un climat qu'ils respirent. L'air même de leur enfance est chargé de jugements invisibles. La honte, disent les psychologues, n'est pas un simple sentiment, c'est un effondrement du soi. Elle arrive comme une chute interne, un court-circuit de l'âme. L'enfant humilié ne se dit pas « ils sont cruels », il se dit « je suis mauvais ». La différence est abyssale, car dans ce glissement, il ne perçoit plus la violence comme un événement extérieur, mais comme la preuve de sa propre défectuosité. La douleur se colle à l'identité. Les neurosciences ont montré que, sous l'humiliation, le cerveau active les mêmes zones que lors d'une douleur physique, le cortex singulaire antérieur, l'amygdale, l'insula. Autrement dit, la honte brûle. Elle fait mal au corps, pas seulement à l'esprit, et quand elle est répétée, cette brûlure devient structure. Le cerveau se modèle autour du message « tu n'as pas le droit d'exister tel que tu es ». L'enfant apprend alors à se contracter, à disparaître un peu, à exister avec précaution. Dans certaines maisons, les humiliations ne sont même pas criées. Elles sont soufflées à demi-voix, en plaisanterie, en comparaison déguisée. « Regarde ton frère, tu n'y arriveras jamais. Tu es trop sensible. » Ce sont des phrases minuscules, mais elles se plantent dans la mémoire comme des aiguilles sous la peau. La psychologie du développement appelle cela la honte d'apprentissage, une émotion utilisée à la place de l'éducation. On ne guide pas l'enfant, on le rabaisse pour qu'il obéisse. Et il obéit, à la perfection. Il apprend à marcher sans faire de bruit, à rire sans se faire remarquer, à penser sans déranger. La honte devient son tuteur. Chaque fois qu'il essaie d'être spontané, une alarme intérieure se déclenche. « Fais attention, tu vas encore être ridicule ». Alors il se replie. Il devient sage, docile, invisible. Les traditions anciennes disaient que certains enfants naissaient sous le regard des dieux en colère. Ce n'est pas une malédiction mystique, c'est une métaphore exacte de la honte. Être humilié, c'est vivre sous un œil tout-puissant qui juge tout, même les pensées. Cet œil peut être celui d'un parent, d'un enseignant, d'un groupe. Il finit par s'installer dans la tête de l'enfant et ne le quitte plus. Il devient son spectateur permanent, son bourreau intime. La honte change la respiration. Elle resserre le thorax, ralentit le souffle. Le corps se plie pour réduire sa présence. Les neuroscientifiques Simon parlent d'un réflexe de soumission. Les épaules s'abaissent, la nuque s'incline, la voix baisse. C'est un langage du corps archaïque, hérité de millions d'années de survie animale. Quand un être est humilié, son organisme cherche à éviter l'exclusion. Il se fait petit pour être toléré. Mais dans cette soumission se cache une tragédie invisible. L'enfant cesse de croire à son propre regard. Il adopte celui de l'autre. Il vit à travers la perception du bourreau. La honte devient sa boussole morale. Elle décide ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui mérite d'être montré ou caché. Et plus elle dure, plus elle remplace la conscience. Jung écrivait « L'humiliation est l'ombre de l'amour non reçu. Là où la tendresse aurait construit la confiance, la honte a creusé un trou. Et dans ce trou, l'enfant dépose tout ce qu'il est. Il enterre ses élans, ses désirs, sa joie. Il apprend à jouer le rôle du bon petit, non pas pour être aimé, mais pour ne pas être ridiculisé. Les religions appelaient cela la chute. Adam, découvrant sa nudité, ne supporte plus d'être vu. Il se cache. Ce mythe n'est pas une histoire ancienne, c'est la biographie de chaque enfant humilié, car la honte, c'est la découverte soudaine qu'être soi est une faute. Et pourtant, dans cette faute apparente se cache une forme de lucidité. L'enfant humilié voit le monde comme il est, un théâtre où la faiblesse se paie cher. Il comprend trop tôt ce que les adultes passent leur vie à oublier, que la dignité est un fil fragile, tendu entre le regard des autres et la foi en soi. Mais pour l'instant, il n'a pas encore cette foi. Il ne sait que se cacher. Il parle doucement, rit en silence, et attend que le monde lui pardonne d'être né. Un enfant humilié ne parle pas toujours. Il s'exprime avec sa posture. Le dos se courbe avant les mots, les yeux cherchent le sol avant la phrase. Il apprend que le silence protège, que la discrétion est un bouclier. Chaque cellule de son corps devient un instrument de camouflage. Le visage s'efface, la voix se brise, les gestes se réduisent à l'essentiel. Ce n'est pas de la timidité, c'est une stratégie de survie. Les neuroscientifiques décrivent ce phénomène comme une réaction de soumission parasympathique. Lorsque le danger n'est pas évitable, le corps s'éteint, le rythme cardiaque ralentit, la respiration se bloque, les muscles se figent. L'enfant entre dans un état de gel biologique, une paralysie douce qu'il confond avec la tranquillité. Mais ce n'est pas du calme, c'est la peur devenue posture. Dans ce corps rétréci, la honte s'installe comme une seconde peau.
Les études de l'université d'Harvard sur la mémoire somatique ont montré que les humiliations répétées créent des schémas corporels persistants. Même adulte, la victime garde la même attitude. Épaules rentrées, regard fuyant, voix hésitante. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la trace physique d'une domination ancienne. Le corps se souvient de ce qu'il a appris. Si je me fais petit, je souffrirai moins. Les psychologues appellent cela la peur du regard. Ce n'est pas une simple gêne sociale, mais un réflexe conditionné. Le visage de l'autre est vécu comme une arme. L'enfant humilié ne fuit pas seulement le contact visuel, il fuit l'exposition. Montrer, c'est risquer la moquerie. Dire, c'est risquer la correction. Alors il cache tout. Les mots, les rêves, la colère, il devient opaque. Dans la mythologie, c'est l'histoire de Persée affrontant Méduse. Celui qui la regarde directement se fige en pierre. L'enfant humilié vit le même sort. Il apprend à ne plus croiser les yeux du monstre. Et ce monstre, c'est parfois un parent, un professeur, un camarade. À force d'éviter la pétrification, il devient statue lui-même. Les traditions spirituelles voyaient dans cette posture un symbole de déséquilibre énergétique. Le flux de vie, le prana, le chi, ne circulent plus. Le haut du corps, siège de la parole et de la fierté, se referme. Le cœur bat, mais ne s'ouvre plus. La tête pense, mais n'ose pas rêver. L'enfant humilié devient une forteresse froide. Les neurosciences de l'attachement confirment ce que les anciens savaient intuitivement. La posture influence le psychisme. Redresser le torse, lever le menton, respirer profondément. Tout cela active des zones du cerveau liées à la confiance. Mais l'enfant humilié ne peut pas. Ses nerfs l'en empêchent. Il est enfermé dans une prison musculaire. Et chaque fois qu'il tente de se redresser, la voix du passé chuchote. « Qui crois-tu être ?» La honte modifie aussi la voix. Elle la rend plus aiguë, plus rapide, parfois tremblante. Le ton devient excuse, même dans la vérité. Le timbre, fragile, cherche la permission d'exister. La science appelle cela l'autorégulation vocale défensive. Un inconscient qui adapte le son à la peur du jugement. Les mots deviennent prudents, les phrases courtes. L'enfant apprend à parler pour ne pas déranger, non pour être compris. Le plus cruel, c'est que cette soumission passe souvent pour de la sagesse. Les adultes louent sa politesse, son calme, son bon caractère. Personne ne voit que ce calme est une cicatrice. Personne ne comprend que son obéissance est une panique contenue. L'enfant humilié apprend alors à exister sous le masque de la docilité, et ce masque, à force de service, devient invisible, même pour lui. Les religions parlèrent de l'humilité comme vertu, mais ici, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur sanctifiée. L'enfant ne s'incline pas devant Dieu, mais devant la honte. Il vit à genoux, croyant que c'est ainsi qu'on mérite le pardon. Et chaque fois qu'il se lève, il entend le rire des humiliateurs dans sa tête. Alors il s'agenouille à nouveau. Pourtant, dans ce corps plié sommeille une dignité intacte, une étincelle obstinée qui refuse de s'éteindre. C'est cette étincelle qui le fera un jour se relever. Mais avant cela, il devra comprendre comment la honte a colonisé son système nerveux, comment elle s'est faite science, biologie, réflexe, car pour se redresser, il faut d'abord savoir d'où vient le poids. La honte n'est pas seulement un souvenir, c'est une reprogrammation du système nerveux. Sous l'humiliation répétée, le cerveau cesse de fonctionner comme un espace de curiosité. Il devient un champ de mine. Chaque mot, chaque regard, chaque erreur potentielle est traitée comme une menace. Le plaisir d'apprendre, d'explorer, d'exister, se dissout dans l'anticipation de la douleur. L'enfant humilié ne pense plus pour comprendre, il pense pour se protéger. Les neuroscientifiques ont démontré que l'humiliation chronique active de manière anormale l'amygdale, le centre de la peur. Cette hyperactivité constante maintient le corps dans un état de tension, prêt à fuir ou à geler. Parallèlement, le cortex préfrontal, siège de la réflexion et du raisonnement, se désengage. Cela signifie que sous l'effet de la honte, la logique s'efface au profit de l'instinct de défense. L'enfant cesse d'apprendre. Il survit mentalement. Des études de l'université d'UCLA ont montré que la honte prolongée entraîne une diminution de la connectivité entre le cortex préfrontal et l'hippocampe, zone liée à la mémoire émotionnelle. Résultat, les humiliations anciennes ne s'effacent jamais. Elles se rejouent, encore et encore, dans la conscience. Le cerveau, incapable de distinguer le passé du présent, revit la scène chaque fois qu'un ton s'élève, qu'un visage se ferme, qu'un silence s'installe. Le système dopaminergique, lui, se dérègle. L'enfant humilié ne ressent plus de joie à l'idée d'être vu ou félicité. Son cerveau a appris que l'attention attire la douleur. La visibilité devient un risque. La dopamine, cette hormone du plaisir et de la motivation, est remplacée par le cortisol, l'hormone du stress. Ce glissement chimique transforme l'élan de vivre en prudence glacée. Les psychologues appellent cela l'inhibition de l'action. C'est un mécanisme où l'enfant cesse d'agir par peur de la punition. Mieux vaut ne rien tenter que d'échouer sous les rires. Et cette paralysie
devient une habitude neuronale. Même adulte, il hésite, retarde, doute. Il entend encore les voix d'autrefois « Tu fais toujours mal. Regarde-toi. Tu n'y arriveras jamais. » Ces phrases Biblim sont devenues ceux des circuits électriques. Dans la mythologie grecque, Prométhée est enchaîné à un rocher, condamné à voir son foie dévoré chaque jour. C'est la métaphore parfaite du cerveau humilié. Chaque humiliation le blesse, chaque souvenir le rouvre. La plaie ne guérit pas, car le temps n'avance pas dans le trauma. Le passé est un présent qui ne s'éteint jamais. Les traditions spirituelles orientales expliquent la honte comme une dissonance du cœur. Le Shen, principe de conscience dans la médecine chinoise, se retire quand la dignité est bafouée. Le regard intérieur devient vide. L'enfant humilié ne sent plus son propre centre. Il flotte dans la peur d'être observé et dans la certitude de ne pas être digne. Son esprit devient spectateur de lui-même, juge et victime à la fois. La science moderne rejoint cette intuition ancienne. L'imagerie cérébrale montre que sous la honte, le cortex insulaire, lié à la conscience du corps, s'illumine de manière excessive. Le cerveau suranalyse chaque détail physique, la posture, la voix, les gestes, comme s'il se voyait depuis l'extérieur. C'est le regard de l'humiliateur devenu permanent. Même seul, l'enfant continue de se juger. Il vit dans un tribunal intérieur sans issue. Et cette prison neuronale influence tout. La confiance, la créativité, les relations. L'enfant humilié ne peut pas aimer sans craindre d'être rabaissé. Il ne peut pas briller sans attendre la chute. Son cerveau associe la réussite à la punition. Alors il reste dans la médiocrité volontaire, préférant la sécurité du gris à la terreur du ridicule. Mais la neuroplasticité offre une porte de sortie. Le cerveau, même blessé, peut se reconstruire. Des études sur la méditation et la compassion montrent que l'exposition répétée à l'acceptation, même simulée, rétablit la communication entre l'amygdale et le cortex préfrontal. La peur se calme, la pensée revient, la honte recule face à la présence consciente. Pourtant, avant la guérison, vient toujours la reconnaissance du dégât. L'enfant humilié doit comprendre que ce n'est pas lui qui est brisé, c'est le lien entre lui et la bienveillance. Et ce lien, la science comme la sagesse l'affirme, peut être recréé. Mais pour cela, il devra affronter les miroirs de son passé, ces regards brisés dans lesquels il s'est perdu. Chaque humiliation laisse une empreinte, un éclat de verre dans la conscience. Et quand l'enfant humilié se regarde plus tard dans le miroir, ce qu'il voit n'est plus un visage, c'est un champ de débris. Il cherche ses yeux, mais n'y trouve que le reflet de ceux qui l'ont jugé. Il ne se voit plus, il se revoit. L'humilié vit dans le souvenir projeté du mépris, prisonnier d'une image qui ne lui appartient pas. Dans la mythologie, les dieux punissent souvent les mortels par la honte. Prométhée enchaîné, Sisyphe condamné à recommencer, Icare brûlé d'avoir voulu s'élever. Chaque figure raconte la même histoire. Celui qui ose se montrer est ramené au sol, exposé, ridiculisé. L'enfant humilié porte en lui cet archétype du chuteur, celui qui apprend que la grandeur attire le châtiment. Alors, il préfère ramper plutôt que d'être brûlé. Les psychologues analytiques y voient en la naissance du complexe de la visibilité. Ce n'est pas la peur de l'échec, mais celle du regard collectif. Le tribunal des dieux s'est déplacé dans la société, puis dans la famille. Le groupe rit, le parent gronde, le maître corrige, et le cerveau de l'enfant enregistre. Être vu, être puni. Ce mécanisme devient si profond qu'à l'âge adulte, il sabote inconsciemment toute ascension. Chaque fois que la lumière s'approche, la honte réveille sa morsure. Souviens-toi de la chute. Dans la Bible, Noé, nu devant ses fils, détourne leur regard. La honte devient tabou. Dans les mythes japonais, Amaterasu, la déesse du soleil, se cache dans une grotte après une humiliation. Le monde plonge dans la nuit. Ces récits disent la même vérité. La honte retire la lumière du monde. L'enfant humilié répète ce geste sacré à l'envers. Il cache sa propre lumière pour éviter la punition. La science moderne nomme ce processus apprentissage d'évitement émotionnel. Le cerveau associe la souffrance à l'exposition et fabrique des réflexes d'invisibilité. Les circuits neuronaux, liés à la motivation, s'inhibent. Pourquoi tenter si chaque tentative attire le ridicule ? Le cortex préfrontal, saturé de peur anticipée, bloque l'élan vital. Ce n'est pas de la paresse, c'est une mémoire traumatique. Mais les anciens savaient déjà que la honte est une prison d'illusions. Dans la philosophie stoïcienne, Sénèque écrivait « Ce que le mépris détruit, la raison peut reconstruire. La honte naît du regard des autres, mais la dignité renaît du regard intérieur. L'enfant humilié, s'il apprend à regarder en lui sans fuite, peut reconstituer le miroir brisé. Chaque morceau reflète une part perdue de lui-même. Jung parlerait ici de l'ombre intégrée, la partie de soi qu'on a rejetée parce qu'elle a été ridiculisée. L'humilié croit qu'il doit la cacher, alors qu'elle est la clé de son authenticité. Sa colère, son orgueil, sa vulnérabilité, tout ce qu'on a tourné en dérision, devient matière brute pour la renaissance.
Le miroir brisé, recollé pièce par pièce, ne redeviendra jamais lisse, mais il reflètera la vérité. Les traditions mystiques, elles, disaient que la honte est une initiation. Dans les écoles ésotériques, l'élève devait être publiquement rabaissé avant d'accéder au savoir supérieur. On l'appelait l'épreuve de l'humiliation. Il devait ressentir la mort symbolique de l'ego avant de comprendre que la dignité n'est pas un vêtement social, mais une lumière intérieure. Ce que l'enfant humilié subit sans le comprendre, ses initiés le cherchaient consciemment. Et parfois, dans la douleur, naît la même sagesse. Les neurosciences confirment aujourd'hui que la conscience peut remodeler la mémoire. Revivre une humiliation dans un cadre sécurisé, par la parole, l'écriture, la méditation, réactive le souvenir, mais change sa signification. Ce processus, appelé reconsolidation mnésique, permet de dissoudre la charge émotionnelle du trauma. En d'autres termes, la honte peut être réécrite, mais avant de guérir, il faut la regarder. Et c'est là que le danger est réel. L'humilié qui replonge sans préparation dans ses souvenirs risque de se briser à nouveau. Il faut un témoin bienveillant, parfois un thérapeute, parfois un ami, parfois soi-même à travers l'écriture, pour contenir la douleur et lui donner sens. Quand l'enfant humilié comprend qu'il n'a jamais été le ridicule, mais le porteur d'un ridicule projeté sur lui, le miroir se fissure une dernière fois, et la lumière passe à travers. La honte cesse d'être une cage, elle devient vitrail. Et dans ses couleurs imparfaites, il découvre une beauté nouvelle, celle d'avoir survécu au mépris sans devenir lui-même méprisant. La honte ne se voit pas toujours. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle murmure dans les détails. Un regard qui fuit, une phrase interrompue, un rire trop rapide. Ceux qui ont grandi dans l'humiliation apprennent à la déguiser. Ils deviennent des artistes de la contenance, des sculpteurs de façade. À l'extérieur, assurance, calme, maîtrise. À l'intérieur, une peur ancienne, tapie, toujours prête à reprendre le contrôle. Le premier signe est l'effacement maîtrisé. Ces personnes savent comment ne pas déranger. Leur voix s'adapte au ton ambiant, leurs gestes se synchronisent avec les autres. Elles ne prennent jamais trop de place, jamais trop de temps. Leur politesse est une armure. Derrière le sourire, il y a la phrase qu'elles se répètent en silence. « Si je me fais petit, on ne me verra pas ». Les neurosciences affectives expliquent cela par une hyperactivation du système d'empathie. Le cerveau des personnes humiliées devient expert dans la lecture émotionnelle des autres. C'est un talent né de la peur. Il fallait deviner avant d'être rabaissé. Ce don d'intuition, admirable en apparence, cache une blessure, l'absence d'un sentiment de sécurité intérieure. Elles lisent de tout, mais ne se sentent nulle part chez elles. Un autre signe, l'auto-ironie compulsive. Ces individus se moquent d'eux-mêmes avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ils transforment la douleur en humour, la honte en spectacle. On rit avec eux, mais leur rire est une cuirasse. La psychologie du trauma parle ici de dérision défensive, une manière de dominer symboliquement la honte en la mettant en scène. Mais derrière la légèreté, il y a une fatigue immense, celle d'avoir toujours à se sauver de l'humiliation. Le corps trahit aussi la honte apprise. La posture se ferme, la respiration se bloque, la peau réagit au moindre jugement. L'insula, région du cerveau liée à la conscience corporelle, devient hypersensible. Ces personnes sentent le malaise avant même qu'il n'existe. Elles se mettent à rougir, à trembler, à bégayer, non pas parce qu'elles ont peur, mais parce que leur corps se souvient. La honte apprise s'exprime également par le perfectionnisme moral. Ces enfants devenus adultes veulent être irréprochables, pas pour être admirés, mais pour ne jamais être humiliés à nouveau. Ils vivent dans la crainte d'être pris en faute. Ils contrôlent leur image, leurs mots, leurs relations. Le moindre reproche les transperce. Même un ton neutre peut les faire replonger dans l'enfance, là où chaque erreur coûtait la dignité. Dans la mythologie, ces êtres sont les enfants d'Héphaïstos, le dieu forgeron rejeté pour sa laideur, mais créateur des armes des dieux. Ils transforment la honte en œuvre, la blessure en savoir-faire. Ce sont souvent des artistes, des enseignants, des guérisseurs. Ils ont compris comment sublimer le mépris, comment donner une forme à ce qui les a détruits. Mais souvent, ils oublient de se guérir eux-mêmes. Les psychologues appellent en cela le syndrome du réparateur. Ceux qui ont été humiliés deviennent ceux qui consolent. Ils savent apaiser, comprendre, valoriser, sauf eux-mêmes. Leur tendresse pour les autres est un écho de celle qu'ils n'ont jamais reçue. Et quand on les remercie, ils détournent les yeux, incapables de croire qu'ils méritent la gratitude. Les signes les plus subtils se trouvent dans les relations. Le regard amoureux, pour eux, est un champ de bataille. Être admiré les met mal à l'aise, être désiré les effraie. Ils craignent que l'amour soit une promesse avant la trahison. Alors ils sabotent, fuient ou choisissent des partenaires qui les rabaissent à nouveau. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un retour au connu. Le cerveau préfère la douleur familière à la paix étrangère,
Mais il y a un signe encore plus profond, le mutisme intérieur. La honte apprise bâillonne la voix intérieure. Ces personnes ne savent plus se parler avec douceur. Leur monologue mental est une suite de jugements. Tu aurais dû mieux faire. Tu es ridicule. Tu ne vaux rien. Ce langage, emprunté autrefois à leurs humiliateurs, devient la bande-son de leur existence. Pourtant, dans ce silence interne, une fissure subsiste, une petite voix enfouie qui n'appartient pas à la honte. Elle chuchote, presque imperceptible. Et si tu n'étais pas ce qu'ils ont dit, c'est la première rébellion, la première lueur. Car reconnaître les signes de la honte, c'est déjà lui retirer son pouvoir. Nommer l'humiliation, c'est rompre le sortilège. Mais pour transformer cette lucidité en liberté, il faudra un acte sacré, celui de relever la tête, lentement, et de se regarder dans le miroir sans fuir. Ce sera le commencement du rituel de la dignité retrouvée. Il y a un moment où la honte s'épuise. Non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'a plus rien à brûler. L'enfant humilié devenu adulte se retrouve face à un miroir qu'il n'a plus la force de fuir. Ce miroir, autrefois arme de torture, devient soudain une porte. Il se regarde, non plus pour juger, mais pour comprendre. Et dans ce regard fatigué, quelque chose bascule. La peur se transforme en lucidité. Les psychologues appellent en ce basculement la réintégration du soi dissocié. Le cerveau, après des années de fuite, reconnecte les zones séparées par le trauma. L'amygdale cesse d'alerter, le cortex préfrontal revient en ligne. Le corps, libéré du réflexe de soumission, redécouvre la verticalité. Ce n'est pas un miracle, c'est un apprentissage lent. Respirer sans se justifier, parler sans trembler, marcher sans demander pardon. Le rituel commence souvent par un geste simple, dire la vérité. Pas à l'humiliateur, à soi-même. Reconnaître que la honte n'était pas une preuve de faute, mais une preuve de violence. Que le ridicule subi n'était pas la révélation d'un défaut, mais l'expression de la cruauté d'un autre. C'est ici que naît la compassion. Non pas la pitié, mais la reconnaissance de la blessure sans y résider. Les neurosciences de la résilience montrent que l'autocompassion active les circuits de la sécurité dans le cerveau. L'ocytocine, l'hormone du lien, se libère. Elle calme le système nerveux, renforce la cohérence cardiaque et ouvre l'accès à la créativité. Le corps, autrefois contracté, commence à réapprendre la détente. Le monde cesse d'être un champ d'embuscade. Mais ce rituel ne se fait pas dans la lumière. Il commence dans la nuit, dans la solitude, dans le silence, où l'humilié affronte sa propre image. Il y a un moment où il faut pleurer comme l'enfant qu'on n'a pas défendu. Non pour revivre la douleur, mais pour la rendre au passé. Le pardon, ici, ne signifie pas excuser. Il signifie se désenvoûter. Dans les traditions anciennes, ce moment s'appelait la seconde naissance. Les initiés savaient qu'il fallait mourir symboliquement à la honte pour renaître à la dignité. Dans certains rites chamaniques, on plongeait le corps dans l'eau froide jusqu'à ce que le souffle se brise, symbole du lavage de la honte. Dans le christianisme mystique, on parlait de descendre aux enfers de soi-même avant de remonter à la lumière. Toutes ces métaphores racontent la même chose. La honte ne se fuit pas, elle se traverse. Jung écrivait que l'ombre ne se détruit pas, elle se reconnaît. Le rituel de la dignité retrouvée n'est donc pas un combat, mais une réconciliation. L'humilié cesse de rejeter l'enfant honteux qu'il était. Il l'accueille. Il lui rend la parole, la place, le souffle, et dans cet acte de réintégration, la honte perd sa fonction. Elle devient souvenir, non sentence. Peu à peu, le corps suit. Le dos se redresse, la respiration s'ouvre, les mains cessent de trembler. L'insula, cette zone du cerveau qui mesurait autrefois la douleur du regard, commence à reconnaître la chaleur de la bienveillance. Les circuits de la peur se reconfigurent. Ce n'est plus le monde qui change, c'est la perception. L'humilié voit que les rires d'hier ne peuvent plus le tuer. Le pouvoir de la honte dépendait de son consentement, et ce consentement, il le retire. Alors, une paix étrange s'installe. Non pas la joie bruyante des vainqueurs, mais la tranquillité de celui qui n'a plus rien à prouver. Il regarde son passé sans trembler, son présent sans s'excuser. Il comprend que la dignité n'est pas un état donné par les autres, mais une posture intérieure, une colonne de lumière silencieuse qui ne dépend d'aucun témoin. Dans le bouddhisme, on dit que celui qui s'incline devant sa propre souffrance se relève roi de lui-même. C'est exactement cela. L'enfant humilié ne cherche plus à laver sa honte. Il la couronne, car ce qui fut sa blessure devient son emblème. Le feu du ridicule l'a trempé comme le métal. Et de ce feu, il sort non pas fier, mais vrai. Le rituel s'achève par un geste presque imperceptible. Un sourire, pas un sourire de façade, mais celui, rare, de celui qui s'est pardonné d'avoir eu honte. C'est le moment où le miroir cesse d'être brisé, non parce qu'il est irréparé, mais parce qu'il est assumé. Les fissures reflètent la lumière différemment. Elles créent une beauté que l'humiliation ignorait, celle de la survie consciente. Et dans ce dernier regard, il comprend que la honte n'était jamais une condamnation,
mais une initiation. Elle l'a forcé à descendre au plus bas pour découvrir ce qu'aucune humiliation ne peut atteindre, la dignité nue, indestructible de l'être.